Bonjour Philippe Duport. Bonjour Céline. On s'emploie ce matin à raconter la vie d'un salarié malade. Il y a en ce moment une expo du photographe Yann Arthus Bertrand au Conseil économique et social à Paris et un livre blanc publié par l'Association française des diabétiques. Tous deux attirent l'attention sur la situation des travailleurs atteints de diabète, de maladies cardiovasculaires, de cancer ou encore d'insuffisance rénale. La plupart des entreprises n'ont rien prévu pour eux, Philippe, alors qu'ils sont de plus en plus nombreux. Bien oui, parce que grâce au progrès de la médecine et aussi parce qu'il faut bien continuer à travailler, même si l'on est malade, eh bien pour faire tourner le ménage, bien sûr, il y a en effet de plus en plus de personnes atteintes de maladies chroniques qui conservent leur emploi. Rien que pour les maladies cardiovasculaires, la France compterait 2,8 millions de personnes touchées et en emploi. Un autre chiffre, 4 millions de personnes vivent avec le diabète. Pas facile de concilier les exigences de la vie professionnelle et les contraintes de la maladie, surtout quand l'entreprise ne veut pas en entendre parler. Bonjour Dominique Barada. Bonjour. Vous travaillez à l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail en Aquitaine. Vous avez monté un projet européen pour le maintien en emploi des personnes touchées par des maladies chroniques. Nous sommes également avec Gérard Raymond. Bonjour. Bonjour. Président de l'Association française des diabétiques. Dites-nous, monsieur Raymond, très concrètement, quelles sont les contraintes d'un diabétique sur le lieu de travail? Quelles difficultés peut-il rencontrer? Il rencontre d'énormes difficultés aujourd'hui dans le cadre de son suivi pour son diabète. Et on sait aujourd'hui que pour qu'un diabétique soit relativement bien équilibré, il faut qu'il s'arrête régulièrement pour se faire des glycémies au bout des doigts, pour se faire des injections, qu'il surveille aussi son alimentation, manger régulièrement à des heures et à des heures fixes. Donc on voit bien qu'il y a certaines contraintes aujourd'hui qui lui sont imposées pour relativement bien équilibrer son diabète et qui pourraient être incompatibles avec un travail que ce soit physique ou autre, ou un travail continu. Est-ce que les entreprises s'adaptent à ce type de contraintes ou est-ce qu'elles ne veulent rien savoir? Écoutez, avant de savoir ce que font les entreprises, je pense qu'on a des chiffres qui sont quand même assez révélateurs. On a aujourd'hui 1,5 million de travailleurs qui sont atteints de diabète et pour ce qui nous concerne, nous considérons qu'il y en a 16% qui sont discriminés à cause de leur maladie, qui ne peuvent pas véritablement s'exprimer dans leur projet de vie et dans leur projet de travail. Et donc nous considérons qu'il y a certainement aujourd'hui quelque chose à faire. Les employeurs ne prennent certainement pas assez en compte la condition de la maladie chronique, d'ailleurs, pas simplement que le diabète, mais la maladie chronique dans le cadre de l'organisation du travail. Mais aussi ce que nous pensons, c'est qu'aujourd'hui arrivent sur le marché des innovations, des modifications de la prise en charge des personnes atteintes de diabète grâce aux nouvelles technologies qui devraient permettre de pouvoir s'intégrer dans le travail beaucoup plus facilement. On va parler des autres maladies chroniques avec vous, Dominique Barada. Comment se débrouillent les salariés atteints au quotidien, atteints de maladies chroniques? Comment ils se débrouillent au travail? Donc les personnes atteintes de maladies chroniques au travail, très souvent, mettent en place des régulations qui sont personnelles, c'est-à-dire que par exemple quelqu'un qui a un traitement à prendre et qui a des effets secondaires qui vont se passer 2 heures avant, va se lever à 5 heures pour que l'effet secondaire se passe à 7 heures et ne se passe pas dans le lieu du travail. Malheureusement, ce qu'on a pu observer dans les projets là depuis une dizaine d'années, c'est que les personnes, dans les tiers des cas qu'on a rencontrés, arrêtent les traitements parce que c'est trop lourd dans la question de l'organisation, comme vient de le dire le monsieur. L'organisation du travail ne leur permet pas soit de prendre le traitement, soit d'avoir l'effet secondaire qu'on pourrait avoir dans le traitement. C'est-à-dire, et parfois ça passe par des choses relativement simples dans l'organisation de notre travail. Oui, dites-moi. Pardon. Est-ce que les entreprises font la sourde oreille par rapport à ces besoins particuliers de ces salariés de plus en plus nombreux? Et qu'est-ce que vous leur demandez, vous, aux entreprises, de prendre en compte? Comment est-ce que vous leur demandez de s'adapter? Alors, je pense qu'ils ne font pas la sourde oreille. Je pense qu'il y a quand même au départ une méconnaissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces questions-là sont traitées, au mieux, je dirais, avec le médecin du travail, de façon intimiste et de façon individuelle. Mais ce que ne savent pas les entreprises, c'est que ça concerne 15% de la population, c'est-à-dire 1 sur 6 salariés. Et comme on est sur des effets invisibles, très souvent aussi avec la crainte de la perte d'emploi, les personnes ne disent pas ce qui se passe. Donc les entreprises à la fois sont très
ennuyés entre guillemets parce que la question de l'absentéisme, la question de la répartition du travail, et puis la question aussi tout simplement de la maladie, parce qu'ils sont très embêtés avec les questions de licenciement pour inaptitude à tout poste qui arrivent quand même malheureusement pour ces personnes-là. Donc il y a une méconnaissance de l'impact que peuvent avoir ces personnes dans le travail. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à On s'y emploie en direct sur France Info. À Philippe Duport, à demain pour un nouveau rendez-vous consacré au monde du travail.